La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Merci Gaël, merci à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à Café Philo. Et j'aime répéter cette phrase d'Emily depuis notre première séance de Café Philo. Tous les mardis soirs, c'est Café Philo. On est là ce soir pour parler un peu de l'actualité, en même temps mettre en exergue un texte que l'intervenant ici présent, M. Élie Tello, a fait sur la conjoncture, sur l'actualité politique qui s'intitule « L'hégémonie du provisoire en Haïti ». Vous savez déjà qu'à Café Philo, nous avons un rituel et on va suivre le rituel pour entrer directement dans le débat. Je vous prie de vous mettre debout pour entonner l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Un pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs pleins de maîtres, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci Gaël. On va continuer avec le format. On va visionner, écouter la chanson fétiche de Café Philo, Assassin Bré, El Comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Voilà, on poursuit avec le format. On va maintenant visionner des pistes vidéographiques préparées par Gaël Jean-Baptiste sur l'actualité. Gaël Jean-Baptiste. Alors, vous avez reçu sur vos téléphones portables ou bien sur les réseaux sociaux la thématique de ce soir qui est crise et contestation, le provisoire est de retour. Point d'interrogation. Et je l'ai dit au début, cette thématique est liée à un texte que le professeur Élie Tello a fait sur le provisoire en Haïti comme norme. Comme norme, j'ai lu le texte et j'ai remarqué dans la postface de Lainec Urbon où il mentionne que nous avons eu 51 présidents provisoires jusqu'en de 1806 à 2006. Aujourd'hui, avec la présidence de M. Jocelyn Privert, on peut dire que maintenant le nombre est à 52. C'est-à-dire, sur environ 56 ou 57 présidents qu'on a eus, 52 d'entre eux sont des présidents provisoires. Et c'est pourquoi je pense que le professeur Tello a intitulé son texte « L'hégémonie du provisoire en Haïti ». Et étant donné qu'on parle de l'actualité et que le texte du professeur Tello se rapporte à cette actualité, il y a maintenant, et depuis l'avènement de M. Jovenel Moïse au pouvoir, il y a de cela environ 8 mois, déjà on exige son départ du pouvoir. C'est-à-dire, si effectivement ça arrive que M. Jovenel Moïse quitte le pouvoir, on ne peut s'attendre qu'à autre chose, qu'à un autre président provisoire. Est-ce que, c'est comme ça que je vais introduire le professeur Tello, est-ce qu'en Haïti, contrairement à beaucoup d'autres pays qui ont connu, je peux dire, la dictature dans la Caraïbe ou dans toute l'Amérique latine, depuis 1957 à nos jours, est-ce que pour nous, le provisoire serait la norme ou serait la meilleure chose qui puisse arriver sur le plan politique à notre pays, à notre cher pays Haïti? C'est au professeur Élie Tello
au professeur Eli Tello de répondre à cette question. Une petite présentation du professeur Eli Tello. Il est docteur en sociologie, spécialiste en études du développement. Il a travaillé comme enseignant, chercheur au centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire, CERA, de l'Université de Genève, Suisse, et comme chercheur invité à l'Université de Harvard, à Boston, États-Unis. Il est actuellement conseiller en protection sociale au ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, et président du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Je vous demande d'applaudir chaudement le professeur Eli Tello. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie celles et ceux qui ont organisé cette soirée Café Philo pour qu'on puisse discuter entre nous en tant qu'intellectuels, discuter entre nous en tant qu'haïtiens, haïtiennes, discuter entre nous en tant que personnes concernées. En disant ces phrases, j'ai à l'esprit un sociologue, Max Weber, qui posait le dilemme du savant et du politique. Je voudrais d'entrée de jeu que ce dilemme soit levé. Je suis ici, non pas en tant que politique, conseiller politique, au ministère des Affaires sociales et dans d'autres ministères encore, impliqué dans la lutte contre la traite des personnes, donc je suis un acteur de terrain qui intervient sur des enjeux d'actualité, qui intervient sur des questions politiques. Mais ici, ce soir, assis là, c'est l'universitaire, sociologue, qui partage une réflexion avec ses concitoyens, ses congénères, ses pairs. Donc c'est en tant qu'universitaire, donc en toute liberté, donc en toute objectivité, bon, entre guillemets bien sûr, qu'on va réfléchir ensemble sur la question du provisoire en Haïti. Donc, le dilemme du savant et du politique étant levé, je voudrais qu'on commence par faire un constat sur l'actualité. Pendant ces 3 derniers mois, tout le monde peut le constater, l'actualité politique est marquée par une aggravation de la crise sociopolitique. Cette crise sociopolitique, on peut le dire, est un élément caractéristique de l'existant national haïtien. Comment on peut dire qu'il y a justement une crise sociopolitique? Il suffit de regarder les mouvements de protestation autour du salaire minimum. C'est un indicateur. Un deuxième indicateur, les arrêts de travail observés par les employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique au niveau des tribunaux. Un autre indicateur, les mouvements de contestation autour de la loi de finances 2017-2018. Et on vient de voir quelques images qui font référence. Et là, récemment encore, un autre indicateur, la grève lancée par les professionnels du transport en commun, justement ce qu'on appelle les chauffeurs à travers tout le pays. Donc il y a d'autres éléments qu'on pourrait prendre, d'autres indicateurs, par exemple les mouvements de contestation, de protestation des employés de l'OAVCT, du CNE, les mairies qui avaient fermé leurs portes. Là maintenant, j'ai entendu des employés de la douane qui sont en train de planifier un arrêt de travail. Donc là, vraiment, on est dans un contexte où il y a beaucoup de mouvements de contestation, beaucoup de mouvements de revendication avec justement des éléments de violence, avec des pratiques de violence qui font peur à certains et qui, bien sûr, semblent enchanter d'autres. Donc, dans un tel contexte, on peut dire qu'on vit aujourd'hui en Haïti une véritable crise sociopolitique en situation d'aggravation. Donc, c'est de ça dont il est question. C'est ce constat-là que je suis en train de faire et je crois que c'est un constat que nous faisons tous. Mais ce constat, je le fais en résonance à une thèse que j'ai développée dans mon dernier ouvrage, L'hégémonie du provisoire en Haïti. La thèse que je défends en général, enfin en gros, est de dire que depuis 1492, Haïti, voilà, ce qu'on appelle Haïti, ce qu'on a appelé Haïti avant, ce qu'on a appelé Haïti après 1804,
ce qu'on a appelé Saint-Domingue entre 1492 et 1804, eh bien, ce petit bout de terre est en proie à ce que j'appelle l'hégémonie du provisoire. J'entends par là que la manière dont nous vivons notre identité, la manière dont nous produisons la politique, la manière dont nous approprions l'espace dans lequel nous vivons, donc la manière dont nous territorialisons, tous ces éléments-là, toutes ces pistes-là, eh bien, elles sont toutes marquées par le provisoire. Elles portent toute la marque du provisoire. Et c'est à partir de cette thèse que je dis aujourd'hui, nous sommes encore en présence de beaucoup d'éléments forts qui montrent que le provisoire continue à marquer son territoire, à poser son hégémonie et à s'assurer qu'à tout moment, il y a des soubresauts qui nous empêchent de sortir de ces griffes qui sont constantes, profondes et qui ont des ramifications à la fois au niveau des institutions, à la fois au niveau de nos croyances, de nos pratiques, et on est constamment dans le provisoire. Et je prends justement les faits politiques actuels pour montrer que le provisoire, il est constamment présent dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes en réalité. Quand on regarde ces mouvements de contestation par rapport à cette liste que j'ai faite, on voit qu'il y a des leaders politiques, et pas des moindres, on en a vu certains visages là, qui sont même allés à réclamer la démission du président de la République. Là, en venant justement faire cette conférence, j'ai entendu à la radio un groupe de manifestants, d'opposants, je dirais, qui ont parlé de déboulonnage, qui ont parlé de chavirée chaudière, qui ont parlé de chambardement du système. Donc en fait, en gros, ils sont en train de dire que voilà, il faut aller vers le tabula rasa. Maintenant, la question à se poser, face aux pressions de la rue et aux intrigues souterraines, je dis souterraines pour ne pas citer certaines institutions, certains acteurs, le président Jovenel Moïse pourrait-il être contraint à la démission? Voilà une question que nous devons nous poser. En réalité, j'ignore la réponse. Mais je sais une chose, c'est que la politique haïtienne constitue un creuset de surprises et est un lieu fortement marqué par l'incertitude. Tout est possible en politique en Haïti. Il y a aussi une deuxième chose que nous devons avoir à l'esprit. La MINUSTAH est sur le départ. Et cet état de fait va avoir des incidences directes sur les conditions de la sécurité nationale ainsi que sur la stabilité politique en Haïti. Il y a aussi une autre chose que je crois savoir, c'est que l'opposition va tout faire pour récupérer les déçus du pouvoir actuel, les laisser pour compte du pouvoir en place. Et cette récupération est déjà en route et elle s'effectue dans le but de renforcer le mouvement de l'opposition. Une première option. Si l'opposition parvient à pousser le président au départ dans les semaines qui viennent, eh bien, le président va être compté parmi les présidents éphémères d'Haïti, comme Jean-Bertrand Aristide, qui était arrivé au pouvoir en février 91 et qui est parti en septembre 91. Ce n'était pas un président provisoire, c'était un président éphémère. Il n'y a pas eu qu'Aristide. Avant Aristide, il y avait Leslie Maniga, Leslie François Saint-Roch Maniga. Ce n'était pas un président provisoire, c'était un président éphémère. Lui, il est arrivé au pouvoir en février
88 et il est parti en... Voilà, président éphémère. Et bien avant Leslie François Maniga, il y avait Horace Zamor, Tancred Auguste, David Théodore, c'était des présidents éphémères. Et en fait, ce qu'ils auront en commun, tous ces présidents-là, au cas où, là, on est vraiment dans la prospective, on est vraiment dans la sociologie prospective, donc on n'est pas dans des affirmations arrêtées définitives. Donc au cas où, justement, le président Jovenel Moïse serait contraint à la démission, il aurait en commun avec ces présidents que je viens de citer, d'avoir accédé à la présidence suite à des élections constitutionnelles pour un mandat non achevé. Et c'est ce qui fait la différence entre un président éphémère et un président provisoire. Parce qu'un président provisoire, qui serait celui qui va, si cela devait arriver, remplacer, ou une présidente, l'actuel président Jovenel Moïse, eh bien, celui-là ou celle-là viendrait en remplacement du président et pourrait être considéré comme président provisoire parce que, cette personne aura exercé la fonction suite à une vacance de la présidence en attendant le retour à l'ordre constitutionnel. Et vous voyez que j'ai fait un petit signe avec en attendant parce que c'est l'un des éléments qui permet de définir le provisoire, ce qui se fait en attendant. Et là, c'est un premier élément de critère pour dire qu'un président est un président provisoire, c'est que ce président comble une vacance de la présidence. Un deuxième critère pour dire qu'on est en face d'un président provisoire, c'est que le mandat est de courte durée. Un troisième critère, c'est que la conduite du pouvoir se fait dans une logique transitionnelle. Donc, la personne qui assume la charge de président, justement, conduit une transition politique. Un quatrième élément de critère qui permet de dire qu'on est en face d'un président provisoire, c'est que le pouvoir est occupé, confisqué, eh bien, soit par la ruse, soit par la force. Donc c'est ça, en fait, qui permet de dire qu'on est en face d'un président provisoire. Maintenant, si cette option est à considérer, elle est peu probable. Il est vraiment peu probable qu'on puisse arriver à pousser le président Jovenel Moïse à la démission. Mais elle ne doit pas être écartée. Dans l'histoire d'Haïti, on a vu justement que beaucoup de présidents provisoires ont occupé justement cette fonction en Haïti. Beaucoup de présidents provisoires. On en a recensé plus d'une cinquantaine entre 1806 et 2006. Donc, en 2 siècles de vie politique, Haïti a connu 51 présidents provisoires. En fait, le premier président provisoire, bon, on dit président provisoire, mais on aurait pu dire chef d'État, on aurait pu dire justement quelqu'un qui est au sommet justement de l'État. Le premier président provisoire qu'on a connu, c'est Henri Christophe. Selon le recueil des Loisiac, clairement indiqué, Henri Christophe, justement, à la mort de Dessalines, a été clairement désigné comme chef provisoire du pouvoir exécutif. Clairement désigné. Et Henri Christophe, lorsqu'il accède à ce poste, donc il y a eu beaucoup de conflits d'autorité, en fait, il a renoncé au bout de quelques mois et il est allé dans le Nord, il a construit le royaume du Nord. Mais entre Henri Christophe et Pétion, qui va le remplacer comme président, il y a eu quelqu'un qu'on a peu cité qui a occupé le pouvoir le temps justement que le Parlement décide justement de désigner Pétion comme président, qui s'appelle Bruno Blanchet. Et là encore, dans le document que j'ai publié, on a justement ces informations-là. C'est un deuxième. Il y a eu aussi entre Pétion et Boyer, pendant environ 48 heures, on a eu
quelqu'un qui a occupé la fonction présidentielle. Juste pour 48 heures. C'était Jean Chrysostome Imbert. Et c'est acté dans le recueil des lois et actes. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a eu plein de présidents, de chefs d'État à titre provisoire qui ont mené la barque du pays. Maintenant, on peut dire, oui, bon, il n'y a pas eu que des présidents provisoires en Haïti. Il y a aussi eu des présidents qui ont eu de longs règnes, par exemple Boyer. Et là, justement, parlant de Boyer, il y a des auteurs qui ont écrit et qui ont montré comment Boyer était constamment tourné vers le provisoire par une série d'actions qu'il posait. On peut dire, oui, mais bon, il y a eu le dictateur François Duvalier qui a occupé la fonction présidentielle pendant plusieurs années. Je crois qu'il l'a occupé pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Mais pendant 13 ans, François Duvalier a occupé la fonction présidentielle. Vous savez combien de tentatives de coup d'État qu'il a essuyé? Bon, on peut dire, il y en a qui étaient imaginaires, il y en a qui étaient plus réels que d'autres, mais le fait est que c'était des tentatives qu'il faut ou qu'il fallait prendre en compte parce que cela a eu des incidences politiques directes sur des vies, des biens, sur la stabilité du pays. François Duvalier a dû faire face à 13 tentatives de coup d'État en 13 ans. Donc, comment, à raison justement d'une tentative de coup d'État par année? Donc, comment quelqu'un qui occupe cette fonction et qui doit faire face chaque année à une tentative de coup d'État peut être tranquille et peut se projeter sur le long terme? En réalité, quand on lit des auteurs comme Michel Wolfe-Trouillot, quand on lit d'autres auteurs comme Gérard Pierre-Charles, on se rend compte que François Duvalier, pendant ces 13 années, était constamment submergé par des questions liées au provisoire. En fait, François Duvalier était, comme les autres 51 présidents d'Haïti, prisonnier de l'hégémonie du provisoire. Et en fait, tous les présidents haïtiens souffrent de la hantise du provisoire. Il y a toujours cette peur de perdre son pouvoir par un coup d'État ou par un problème quelconque. Mais en général, c'est les coups d'État. C'est pour ça, justement, qu'il faut avoir à l'esprit que la MINUSTAH va partir et que là, avec l'armée qui est démobilisée, avec tous les malaises que cela crée d'avoir une nouvelle armée, il y a beaucoup de brèches qui sont ouvertes et beaucoup d'inquiétudes qui ne sont pas infondées. Donc, les présidents provisoires, on en a connu une bonne cinquantaine. Donc, rien ne dit que dans les semaines qui viennent, on n'en connaisse pas une nouvelle. Mais ceci dit, c'est une probabilité très faible. Il y a une deuxième probabilité, parce que le provisoire, ce n'est pas seulement au niveau de la présidence, c'est aussi au niveau des cabinets ministériels. La deuxième option possible, c'est que justement, pour calmer la rue, pour négocier la paix sociale, on en arrive à un remaniement ministériel dans les semaines qui viennent. Mais en réalité, ce ne serait pas le premier remaniement ministériel qui se serait produit au niveau de ce gouvernement. Ce gouvernement est arrivé en fin mars 2017. De mars à aujourd'hui, on a déjà connu 2 remaniements ministériels. On a eu un premier remaniement ministériel qui a placé le Premier ministre comme ministre par intérim du ministère des Affaires sociales et du Travail. C'est le premier remaniement ministériel. Un deuxième remaniement ministériel qui a placé Mme Auguste comme ministre par intérim du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et ministre des Affaires sociales et du Travail. En 6 mois, on a eu 3 cabinets ministériels. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Dans l'histoire des cabinets ministériels en Haïti, nous le savons tous, un ministre n'est jamais tranquille. Un ministre a toujours peur, quand il s'endort la nuit, de ne pas savoir si demain, il n'y aura pas un arrêté ou un SMS ou un WhatsApp ou un BBM, justement, qui le remplace et qui en met un autre. Et ceci n'est pas nouveau. On peut
se référer à l'histoire et on peut même se référer à l'époque où il y avait l'occupation américaine d'Haïti. On avait un président du nom de Sud, Daltignav, qui est resté 7 ans au pouvoir. Et en 7 ans, ce président a passé 21 cabinets ministériels. 21 remaniements de cabinets ministériels. Et là encore, je les ai listés dans cette réflexion que j'ai produite. Donc, en réalité, on est dans le provisoire en politique depuis l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Mais il n'y a pas que le pouvoir exécutif où on trouve le provisoire. Aujourd'hui, le Parlement haïtien se retrouve dans l'œil du cyclone. Les parlementaires haïtiens aujourd'hui sont très contestés. En fait, ils vivent une véritable crise de légitimité et de crédibilité. Avec le budget 2018, on a vu qu'il y a beaucoup de contestations autour du Parlement. Il y a même des parlementaires qui ont eu des propos très désobligeants vis-à-vis de leurs, justement, collègues parlementaires que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de répéter ici. Et là, on voit que le montant alloué au Parlement dans ce budget crée un malaise au niveau national. On a vu beaucoup d'articles qui ont fait des comparaisons entre le montant alloué au Parlement et les montants alloués à plusieurs ministères qui doivent desservir des millions d'Haïtiens pour montrer comment il y a une véritable discrépance entre la somme qui est accordée au Parlement et les différentes petites sommes accordées aux différentes autres institutions. Et ça montre justement comment le Parlement est aujourd'hui décrié par plus d'un. Et on voit qu'il y a des tentatives parmi les manifestations d'aller au Parlement et d'attaquer le Parlement. Et si d'aventure cela devait arriver, eh bien, on peut avoir un véritable carnage, on peut arriver au dysfonctionnement du Parlement. Mais ceci, encore une fois, c'est une possibilité. Ce n'est pas une certitude, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Maintenant, quand on regarde qu'il y a à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui sont justement pris dans ces pièges du provisoire, on peut se poser la question suivante. Au regard de l'instabilité, ou pour mieux dire, au regard des risques de déstabilisation qui frappent aux portes de la présidence, du cabinet ministériel et du Parlement, devons-nous craindre le retour prochain du provisoire au devant de la scène politique haïtienne? À ceci, je réponds en disant que le provisoire ne s'est jamais absenté de la scène politique haïtienne et a toujours occupé l'espace de manière hégémonique. Le provisoire se retrouve en situation d'hégémonie en Haïti. Pourquoi? Parce que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des valeurs que nous portons, que ce soit au niveau de nos croyances, dans toute la société haïtienne, le provisoire est en situation de domination absolue et sans limite. Je vais prendre un champ qui est le champ de la culture. Quand on regarde la culture haïtienne, parce que le provisoire n'est pas seulement qu'en politique, c'est justement ce que je m'efforce et que je souhaite, en partant d'ici, qu'on se comprenne. C'est que le provisoire est hégémonique dans tous les espaces de la vie en Haïti. Que ce soit en politique, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le social, que ce soit dans notre histoire même, le provisoire occupe l'espace de manière constante, de manière permanente. Dans la culture haïtienne, nous avons la figure du marron. Nous aimons à dire que voilà, l'haïtien, justement, a une identité marronne, que le créole que nous sommes, justement, est fortement associé au marronnage. Mais justement, quand on prend Jean Fouchard, quand il décrit le marron, c'est quelqu'un qui est toujours en partance. C'est quelqu'un qui n'arrive jamais à rester en un seul endroit et qui doit toujours se vivre dans une transformation perpétuelle. Ce qu'il était hier n'est plus ce qu'il est aujourd'hui, ni ce qu'il sera demain. Il doit changer d'identité à chaque fois. Donc le marron que nous nous disons être, c'est un personnage qui est en partance, qui est toujours
quelqu'un qui se change et qui change. Et notre littérature aussi. Quand on regarde la littérature haïtienne, c'est extraordinaire comme nous avons produit une littérature de la partance. Une littérature où on est toujours dans le départ. L'haïtien ne peut se vivre en Haïti, ne peut supporter d'être en Haïti que dans l'idée que bientôt, il ou elle va partir. Cette partance, on la vit à la fois au niveau de nos croyances religieuses. On est des pèlerins, nous passons, nous sommes de passage sur ce territoire. Les pèlerins que nous sommes, ce sont les protestants, ce sont les catholiques et même ce sont les vaudouisants. Nous passons. Et c'est très fort dans les croyances religieuses, dans les chansons que nous psalmodions dans nos églises. Et on voit comment le pèlerin agit en déconnexion avec son territoire. Mais cette partance, elle n'est pas seulement dans le religieux, elle est aussi dans la littérature. Regardez nos grands producteurs littéraires, nos grandes productrices littéraires aussi. Ce sont des productions qui se publient et même qui se produisent dans l'ailleurs. Le premier roman haïtien a été produit et publié à l'étranger. Quand on prend quelqu'un comme Anténor Firmin, qui a écrit l'une des références en matière d'anthropologie, de l'égalité des races, ce document a été produit et publié à l'étranger. Et aujourd'hui, quand nous applaudissons des auteurs comme Daniel Laferrière, ben justement, ou Mackenzie Orsel, c'est encore une littérature de la partance. Et cette partance, c'est ce que nous avons aussi avec nos jeunes qui partent au Chili, au Brésil. Et cette partance-là fait que nous nous vivons de manière provisoire sous ce territoire. Nous sommes tous de passage. Et parce que nous sommes de passage, nous avons une manière de faire la politique, une politique de courte durée, une politique qui s'inscrit dans le quotidien. Nous avons une manière d'aménager le territoire qui, en réalité, est une sorte de refus d'appropriation dans nos constructions. Voilà un pays où nous savons tous que nous sommes placés sur la route des cyclones. Un pays où nous savons tous que nous avons des failles sismiques. Et pourtant, nos ingénieurs sont très peu à maîtriser les techniques, sont très peu à maîtriser le savoir-faire qui permet d'arriver à des constructions parasismiques et anticycloniques. Donc, nous avons une manière de nous vivre tellement provisoire qui fait que, à la fois dans nos croyances, à la fois dans nos pratiques, à la fois dans la politique, à la fois dans nos institutions, nous sommes constamment dans l'immédiateté, nous sommes constamment dans ce qu'on appelle « en attendant mieux », nous faisons ce que nous disons « pito non l'aide, non là ». Ça, ce sont les impacts du provisoire. Et parce que nous sommes prisonniers de ce provisoire, nous avons du mal à maîtriser notre politique. Nous avons du mal à être sûrs de là où nous voulons aller et de là où nous pouvons aller. Et là, avec une prospective de ce qui se fait maintenant dans l'actualité, nous pouvons dire que l'incertitude est la seule chose que nous pouvons avoir comme acquis dans ce pays jusqu'à aujourd'hui. Et cette hégémonie du provisoire dont nous sommes victimes, si nous voulons en sortir, nous devons commencer par déconstruire l'identité haïtienne et reconstruire une nouvelle identité haïtienne. Merci. Merci, Dr. Tello. On va prendre une pause musicale avec Tiken Jah Fakoly, dont le titre est « Le pays va mal » et on va vous revenir tout à l'heure. Merci, et on est revenu. Et comme vient de le dire Gaël, c'est la partie la plus importante et je dirais même la plus difficile à gérer quand certaines personnes ignorent certains principes ayant rapport à la tolérance quand on est en débat. Alors, avant de prendre les questions, j'ai quelques petites remarques à faire. Probablement, le professeur Tello aura à réagir. Et la première chose, il y a celui qui était ministre de la Culture, M. Dumas, qui a fait un article dans le Nouvelliste dont le titre était «
la transition qui n'en finit pas. Et si nous avions suivi avec attention l'intervention du professeur Tello, on serait prêt à être d'accord avec lui, comme si le provisoire, comme je l'ai dit au début, serait la norme, contrairement à ce qui se passe dans d'autres démocraties comme la nôtre. La deuxième chose, c'est que moi j'ai remarqué dans l'histoire politique haïtienne, mais l'histoire politique récente haïtienne, c'est qu'en général, les présidents provisoires sont toujours des présidents sans projet politique. Parce que tout simplement, c'est toujours une surprise pour eux d'être président. Et on m'a expliqué l'histoire d'Henri Nanfi avec M. Maniga. Et il y a d'autres présidents, par exemple, Justin Bruvet était sénateur, le plus récent. Il était sénateur de la République. Et puis, par rapport à ce qui s'est passé avec le départ, la fin du mandat du président Martelly, et puis il y avait ce vide présidentiel, et on a dû recourir à cette élection du deuxième degré, donc pour que Justin Bruvet est arrivé au pouvoir. Mais, je me demande, quand je lisais le texte ce matin, je me demandais qui sont les instigateurs, probablement ça peut être une question, qui sont les instigateurs du provisoire en Haïti? Parce que quand même, il y a toujours des acteurs qui sont, et vous aviez dit des acteurs souterrains, des stratégies souterraines. Bon, on n'a pas voulu mentionner de nom. Et aujourd'hui, on pourrait se demander qui sont ces acteurs-là, qui sont derrière, qui sont pour le départ du président Jovenel Moïse. Mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est même si le titre ou la thématique de ce soir s'apparente purement à la politique, dans l'intervention de M. Tello, il a montré que seulement le provisoire n'est pas seulement dans la politique, c'est un concept, et je dirais, pluridimensionnel, même dans la culture. Et ça me rappelle encore cette phrase qu'on dit de tous les Haïtiens, que la terre d'Haïti est pour nous une sorte de terre de transit. Même si on y est né, même si on y grandit, mais à un moment donné, on a toujours cette projection de quitter le pays. Et ça rappelle l'intervention du professeur Dorvilliers dernièrement, quand il a encouragé les jeunes de partir. Donc on est toujours dans la partance, comme l'a dit le professeur Eli Tello. Alors je m'arrête là, même si je crois que la différence entre le président éphémère et le président provisoire était majeure pour moi en tout cas, et je pense pour le public et probablement pour les téléspectateurs qui auront à regarder cette séance de Café Philo. On va prendre les questions. Gaël a tout donné comme principe. Je n'ai pas besoin de les répéter. Soyez brefs, soyez concis et respectez-vous. On commence avec Henri Robert Jean pour la première question de la première série. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir James. Bonsoir Dr. Eli. Et merci de nous exposer le provisoire en Haïti. Je voudrais savoir comment se fait-il que la dynamique du provisoire soit si ancrée dans notre subconscient politique pour devenir une hantise. En quoi, en fait, le gouvernement provisoire est-il gagnant? Et qu'est-ce qu'il gagne en termes d'argent? Et qu'est-ce que perd l'État en termes de déficit? Et qu'est-ce que gagne le peuple également? Parce que la plupart du temps, nous voyons que les tenants du pouvoir provisoire sont ceux qui, pour la plupart, n'ont pas été élus aux élections. Donc, pour ma part, ces crises-là dont il est question sont constamment en crise et ces contestations contestées. Merci. Et je dis bonsoir au docteur et je dis bonsoir au modérateur James Jacques. Alors, merci de nous laisser assoiffés. C'est le travail d'un docteur, c'est un travail intellectuel, c'est un travail universitaire. Et c'est bon de penser parce que il nous faut des gens qui nous laissent à penser, il nous faut des gens qui nous poussent à penser. Et ma question pour vous ce soir, c'est que vous avez parlé de partis politiques ou de tendances politiques. Et vous avez aussi parlé d'opposition. Est-ce que dans cette situation, on peut parler d'opposition? Et aussi, est-ce qu'on peut parler de partis ou de tendances politiques en Haïti suivant les exigences que cela demande? Et la dernière question pour vous ce soir, les gens qui sont en rue, qui les ont amenés en rue et pourquoi sont-ils en rue? Est-ce que ces derniers-là sont en réalité
est-ce qu'ils connaissent vraiment la réalité politique? Et si oui, vous allez répondre. Je remercie l'intervenant pour sa conférence, que je trouve scientifique au départ. De toute manière, j'ai eu une préoccupation par rapport à cette conférence. Ma thèse consiste à mobiliser un concept qu'Habermas a utilisé dans l'écrit politique. Il s'agit de productivisme, pour essayer de comprendre l'histoire politique, pas dans le contexte haïtien. De cette manière, nous allons essayer de mobiliser cette thèse d'Habermas pour comprendre comment est-ce que, ici en Haïti, cette question de contestation, elle est en quelque sorte un épiphénomène. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui apparaît de temps en temps et à chaque moment de l'histoire politique haïtienne. À l'appui de cette hypothèse que je trouve philosophique, je vais essayer de regarder l'histoire politique haïtienne à partir de 1996 à 2017. Il faut dire que les élections de 25 juin 1995, ces élections ont été opérées avec la mainmise de Jean-Bertrand Aristide. Et après l'installation de cette administration, très bientôt, il y aura, à travers la structure politique haïtienne, un ensemble de contestations qui vont contraindre le Premier ministre Rosny Smart à laisser le pouvoir. Cela veut dire qu'à partir de ce concept bien élaboré par Habermas, intitulé le productivisme, je crois que pour terminer, que l'histoire politique haïtienne a toujours été, de toute manière, une histoire de contestation. Merci beaucoup. Merci Nabeno. Bonsoir, merci pour le conseil. Je vais laisser respecter lui. Et je remercie nous pour la présentation, pour l'ensemble show que nous avons là. Et m'apprécie côté méthodologique de travail là. Mais moi, j'étais vraiment sur ma fin en ce qui concerne le développement du sujet parce que crise et contestation politique, je pensais que j'allais avoir un peu plus de jus sur ces crises et ces contestations, quelles sont leurs origines et pourquoi est-ce qu'il y a autant de crises et de contestations en Haïti et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc je suis un peu resté sur ma fin et c'est pour ça que je vais vous demander, est-ce que justement, paquet ralo saute fait sous provisoire là, qui fait que nous avons un paquet de bagages qui provisoire en Haïti ou sorti dans la gouvernance ou tomber même dans la culture, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons un paquet de bagages qui permanent dans le pays? Quand par exemple, nous sommes pays côté inégalité sociale permanente depuis la nuit des temps. Nous sommes pays côté injustice sociale permanente. Nous sommes pays côté pauvreté permanente depuis bien longtemps. Sous l'époque coloniale, côté pays a été prospère, pays a son pays qui vit en permanence de la pauvreté. Donc nous avons tout un vague de bagailles qui permanent dans le pays qui peut-être nous a posé comme des causes à tout le reste ça qui est provisoire. Et pas de joindre côté abondé à ce sujet. Et l'autre bagaille tout qui ont des gens qui t'aiment sous envie moins, c'est parce que ou pas parler de inégalité sociale ou pas parler de problèmes sociaux et ou même qui sont spécialistes dans la question de protection sociale, parce que tu vas parler plus de protection sociale qui justement nous tout côté crise et contestation ça parce que ça qui passe aujourd'hui dans le pays là, c'est on marche tranquille, on marche lente vers l'implosion ou l'explosion dépendamment de gens comprendre l'explosion sociale. C'est vers ça n'a marché à cause de tout ça qui fait. Donc comment comprendre ça comme ça ou même dans un moral non plus solide. Merci Paulson. Je remercie les personnes qui sont venues et qui ont posé des questions très intéressantes. Je suis de toute façon déjà soulagé de savoir que j'ai laissé certains sur leur faim et certaines sur leur faim, ce qui va les pousser à approfondir eux-mêmes la réflexion. Seulement, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est l'idée d'une prospective, à la fois en écho à une thèse que j'ai développée et à la fois en écho à la conjoncture politique actuelle, qui est de dire que Haïti, justement, est en proie à l'hégémonie du provisoire. Et quand on voit ce qui se passe dans l'actualité politique, ce provisoire-là, il ne va pas partir maintenant. Au contraire, il va revenir en force, quel que soit ce qui va se passer, que l'on aille vers
un probable, mais très peu probable départ du président, le provisoire sera toujours là et même va se renforcer, que l'on aille vers un remaniement ministériel, le provisoire va se renforcer. Pourquoi? Parce que le provisoire va au-delà du politique. C'est quelque chose qu'on retrouve en hégémonie, à la fois dans l'espace social, à la fois dans l'espace culturel, à la fois dans l'aménagement du territoire. C'est ça justement que j'ai essayé de vous faire comprendre. Qu'on est baigné dans le provisoire, que cette hégémonie-là nous piège et que pour en sortir, nous devons repenser notre identité. Maintenant, ceci dit, pourquoi, la question qui a été posée, cette hantise du provisoire? Pourquoi le provisoire est si présent en Haïti? En fait, c'est à la genèse même de l'histoire haïtienne. De l'histoire haïtienne à partir de 1492. Il s'est passé quelque chose avec l'arrivée des conquistadores, justement où, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à considérer le territoire haïtien comme un lieu de passage. En fait, les Espagnols, et bon, ceux qui vont venir après, les Français aussi, les Anglais, enfin les Européens, lorsqu'ils vont arriver en Haïti, ils vont arriver dans l'idée que ce qu'ils cherchent, ils ne vont pas trouver en Haïti vraiment, ils vont trouver ça sur le continent, donc sur le continent américain, donc voilà, en Amérique du Sud et un peu en Amérique du Nord. C'est pour ça justement que quand on regarde la manière dont ils ont abordé le territoire haïtien, c'est vraiment dans la logique de passage. Et cette logique de passage va continuer avec l'arrivée des esclaves qui, eux aussi, qui vont être placés dans une sorte d'univers concentrationnaire. Et les esclaves qui étaient amenés à Saint-Domingue n'avaient qu'un rêve, repartir. D'ailleurs, c'est de là que le marronnage est venu, de l'idée justement de repartir. Et aussi, on voit que le vaudou aussi a permis, dans l'imaginaire, de réaliser ce départ-là, cette partance-là. À partir de cette expérience douloureuse vécue au moment de l'esclavage, eh bien, l'haïtien qui va continuer à habiter le territoire haïtien va être dans cette logique de partance malgré justement l'idée qu'on est propriétaire du territoire haïtien. Là encore, il faut se poser la question, qui sont les propriétaires? Parce que l'absentéisme a continué à se manifester et à être une caractéristique de la société haïtienne. Maintenant, à qui profite le provisoire? En réalité, nous sommes à la fois acteurs, enfin, l'haïtien, haïtienne, nous sommes à la fois acteurs et victimes de cette hégémonie du provisoire. Nous produisons nous-mêmes cette hégémonie du provisoire et nous la subissons également. Nous avons une difficulté justement de surmonter l'expérience traumatique que nous avons vécue avec l'esclavage et jusqu'à maintenant, nous avons besoin justement de faire ce travail de mémoire autour de l'esclavage. Et là, cette crise de sens, en fait c'est comme ça que je l'appelle, cette crise de sens qui serait à la base explicative de l'hégémonie du provisoire, c'est une crise de sens que nous vivons dans la manière dont nous produisons nos institutions, que nous faisons la politique. Nous faisons la politique toujours dans cette logique de provisoire. À chaque fois qu'il y a un président qui arrive, c'est la même expérience que nous vivons, le même exercice. Le président est installé aujourd'hui, demain commencent les mouvements de contestation et on a toujours un groupe qu'on appelle opposant qui demande son départ. Si le président est relativement fort ou bien placé ou le contexte s'y prête, le président va plus ou moins durer. Et on l'a vu pendant toutes les décennies, c'est la même histoire qui se répète. Maintenant, il y avait la MINUSTAH qui était là pendant quelques années. On aurait pu penser que la MINUSTAH a permis justement que les présidents puissent faire leur mandat. Mais il se trouve que la MINUSTAH est en train de partir. Donc il y a une nouvelle donne qui nous attend là. Est-ce qu'on va revenir justement à des présidents qui ne peuvent pas finir leur mandat? La question doit se poser. Qu'est-ce qui va permettre au prochain président, à celui-ci d'abord, et aux prochains qui vont arriver, sans la présence d'une force étrangère, pouvoir terminer leur mandat? Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'opposition en considérant les groupes? Oui, ce sont des groupes qui se réclament de l'opposition, ils le disent clairement. L'opposition, dans le sens justement, ils se considèrent comme une alternative politique et ils veulent une alternance politique, pas forcément à la fin du mandat, mais au contraire en écourtant le mandat. Et on entend dans les médias, il y a cela qui se dégage.
Maintenant, il n'y a pas que le départ du président. Il y a aussi l'idée d'un remaniement ministériel. Il faut aussi avoir ça à l'esprit. Maintenant, qui a conduit ces gens dans la rue? Bon, écoutez, ce sont justement ces groupes d'opposants, comme nous les appelons. Bien sûr, c'est associé à des intérêts économiques, c'est associé à des groupes politiques qui veulent prendre le pouvoir. C'est assez de bonne guerre. Mais ces gens qui sont dans la rue, ils ne sont pas seulement dans la rue parce qu'on leur a mis, ils sont dans la rue parce qu'ils sont déçus aussi. Il y en a qui sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui sont dans la rue parce qu'ils comprennent, ils ont fait une lecture du fait politique qui les met en colère. J'ai beaucoup apprécié la réflexion concernant la permanence autour de la pauvreté, des inégalités et de l'injustice. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais il se trouve que les inégalités, le sentiment d'injustice, la pauvreté, ce sont des éléments même qui nourrissent l'hégémonie du provisoire. Le sentiment d'injustice va faire qu'on est dans la contestation. Ce sentiment d'injustice va faire que les victimes vont considérer que le pouvoir en place ne défend pas leurs intérêts et que le pouvoir en place doit changer et laisser place nette à un groupe politique qui va défendre l'intérêt justement des pauvres. Et c'est à chaque fois au nom de ce changement qu'on va vers un changement de régime politique, qu'on va vers un changement de président, qu'on va vers un changement de cabinet ministériel. Et c'est au nom de ces changements-là qu'on revit la même expérience historique que les présidents, que les cabinets ministériels ne durent pas longtemps et que c'est toujours, enfin, très souvent. En bacal à ma chambre, et puis moi, c'est même butin, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais la toute butin brûlée, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apporte en résilier.